Journaliste, une profession qui était jadis noble et respectée, auréolée de courage et d'engagement, avec ses figures mythiques. Albert Londres, Émile Zola, Victor Hugo, Albert Camus, Emma Becker. Des hommes et des femmes qui incarnaient l'indépendance, le courage et la liberté de penser. Des plumes qui risquaient leur liberté et parfois même leur vie pour défendre la vérité et raconter ce que d'autres voulaient taire. Les médias de cette époque étaient faits de papier, d'encre et de voix. Les journaux se vendaient à la criée et la radio portait la parole jusqu'au foyer. Chaque article, chaque reportage avait une odeur d'effort, de conviction, de présence humaine. À l'époque, on informait pour éclairer, pas pour séduire. Et puis, peu à peu, le paysage médiatique s'est transformé. La gauche mitterrandienne a ouvert la porte à la privatisation. Les grands groupes industriels s'emparent alors des médias, Bouygues, Dassault, Lagardère, Vivendi, Bolloré, Altis, LVMH. Journaux, radios, chaînes de télé, l'information est devenue une arme de propagande massive au service des puissants. Aujourd'hui, 9 médias sur 10 appartiennent à une poignée de milliardaires. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Les journalistes, salariés de ces médias qui dépendent des annonceurs, des actionnaires, des pouvoirs publics, à travers les subventions d'État. L'indépendance n'est plus un principe, c'est un souvenir. Alors certains ont décidé de quitter le navire, de se libérer du carcan, de créer leurs propres médias, souvent avec peu de moyens, mais beaucoup de conviction. Parce qu'au fond, informer, c'est encore déranger. C'est le choix qu'a fait mon invité, une femme courageuse qui a quitté le confort des médias mainstream pour voler de ses propres ailes. Une voix indépendante, lucide, qui a choisi la route la plus difficile, celle de la liberté d'informer. Une voix, un micro, sans barbelé. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Kate dans le cloud. Kate, bonsoir, bienvenue dans le cloud. Bonsoir Gilles et merci de me recevoir. C'est, ta première interview, je pense, pour, le livre que tu viens de sortir. On va bien sûr en parler, de ton livre «Journaliste indépendante», livre magnifique, tant sur la forme que sur le fond. Hem, tu es pas trop de stress? Alors j'ai aucun stress. Déjà, je voudrais te féliciter pour cette introduction, mais plus que parlante et plus qu'édifiante d'ailleurs, donc merci infiniment. Je n'ai pas de stress parce que j'ai l'impression d'être, comme à la maison. On se connaît déjà tous les 2, et je te remercie et je suis très honorée d'une part, que tu m'invites dans ton Hit Club et très fière aussi de faire ce premier entretien avec toi parce que, je dois te l'avouer, peut-être que tu le sais déjà, mais tu fais partie de mes plus belles rencontres depuis cette crise Covid, depuis que les médias indépendants, existent. Donc, merci vraiment Gilles, vraiment. Donc je sais qu'on va passer un excellent moment en On réalité. on va passer un très bon moment et je te retourne le compliment. Tu sais, j'ai fait des centaines d'interviews, où j'étais, donc à ta place, tu fais partie, je dirais, du top 5. Alors je peux pas te dire à quelle place, parce que sinon ça va faire des jaloux, mais plutôt haut dans le classement, parce que tu fais partie de ces personnes qui m'ont reçu, qui ont eu, le temps et qui se sont penchées, en fait, sur mes ouvrages, qui les ont lus
et qui ont mené, des interviews, de main de maître. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans ta profession, hein, journaliste. Moi, Mmh. je ne me prétends pas être journaliste. J'ai été formé sur le tas, on y reviendra, lors de ton émission. Quelle différence il y a aujourd'hui entre les journalistes professionnels, journalistes citoyens, ceux qui se forment sur le tas et cetera. Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, chaque fois que je suis intervenu, donc sur ton média où tu m'as donc interviewé par rapport à mes livres, et j'ai pris énormément de plaisir. Je pense qu'on va continuer, hein, ces petits formats que nous faisions, donc qui s'appellent les interviews de Kate. Je pense que tu vas reprendre sur ta chaîne puisque tu as repris là, Et oui, on va tout en le parler. voilà On va parler de mon parcours, hein. Mais et oui, bien sûr, je serais ravie de poursuivre cette aventure avec toi, qui était combien enrichissante et oui, 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 avec grand plaisir. donc on va pas cacher à ceux qui nous écoutent, voilà, qu'on se connaît plutôt bien. Et même en connaissant un peu ton parcours, en connaissant un peu le off, parce que bon, il y a des anecdotes avec des noms que tu n'as pas cités et que je connais puisque tu me les as dit en off. Ça m'a fait beaucoup rire et donc je me suis imaginé ces scènes-là. Tu nous raconteras, hein, ces petites anecdotes de tournage et j'ai découvert la femme. Je connaissais la journaliste et je connaissais pas, je dirais celles qui n'ont pas se cacher, derrière, la journaliste. D'ailleurs, ma première question, c'est pourquoi tu veux rester comme ça, anonyme avec un pseudo, donc Kate, qui n'est pas en plus ton prénom, et sans te montrer? Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi cet anonymat? Eh bien, écoute, et je l'explique, effectivement, dans mon premier livre, puisque c'est mon premier livre, Journaliste indépendante, quand réinformer devient une mission. C'est pour préserver avant tout ma vie privée. Voilà. C'est vrai que ça, j'en fais un point d'honneur. J'ai aussi des enfants, tu le sais, je suis maman et c'est avant tout aussi les préserver puisque elles n'ont rien demandé. J'ai 3 filles, je le dis, donc je peux le dire, publiquement parce que je le dis dans le livre et c'est avant tout, voilà, les préserver elles, surtout. Voilà et puis, pour moi, véritablement me montrer, alors même si c'est difficile parce que ne pas se montrer finalement, c'est, ne pas avoir de visibilité sur ce champ, en fait, des réseaux sociaux qui est très, très vaste. Donc c'est compliqué de se faire un nom, qui plus est un pseudo et de pouvoir se démarquer au travers d'une voix uniquement. C'est quand même un sacré défi. Mais peut-être que j'aime véritablement les défis et c'est pas le seul que je m'impose finalement, tu vois? Donc peut-être que c'est ça aussi, il y a une autre raison, c'est de relever le défi uniquement à travers la voix, uniquement à travers un pseudo, d'essayer de convaincre les spectateurs, de les retenir captivés, au travers d'un entretien, voilà et puis de mettre aussi en avant. Souvent, on va en parler, hein, puisque moi, effectivement, je suis journaliste de formation, donc je ne suis pas journaliste citoyenne. Mais il y a un vrai problème, c'est que les journalistes, qu'on voit souvent sur les plateaux télé, les journalistes, on va les appeler, ce soir les journalistes des médias de masse, se mettent beaucoup en avant. On a l'impression qu'il y a une espèce de concurrence. Il y a des choses comme ça où il faut absolument se mettre en avant parce que là, c'est l'ego qui parle. Et moi, c'est pas cette voie que j'ai choisie. Ça fait partie aussi d'un cheminement, de repenser le métier, de repenser, comment on peut finalement informer de manière intègre, authentique, en donnant la parole à l'autre, à son invité, même si on n'est pas forcément d'accord avec son invité. Mais ça, on y reviendra, je pense, plus longuement. Je vois que tu as la parole, je dirais, aisée. Tu as un énorme atout, et tu connais cet atout, c'est ta voix. Donc, je pense que ceux qui vont nous écouter, vous pouvez nous écouter en podcast. Alors, sauf les petites rubriques, il y aura 3 rubriques en fait dans cette émission, puisque In the Cloud, c'est un concept en fait qui repose un peu sur ce que faisait à l'époque Antoine Decaune, Le Grand Journal, tu vois? Une émission où on va parler de plusieurs choses. On va parler de séries, on va parler d'actu, on va parler de santé également. Donc là, il y aura de l'image en fait, mais sinon je vous encourage à nous écouter. Tu nous parlais donc des médias de masse, des médias mainstream. Tu nous parlais de cette guerre de classe, je reprends tes mots, hein, entre journalistes, un monde hors sol. Bon, mais avant
de raconter ta carrière dans ces médias mainstream, puisque tu viens des médias mainstream, tu les as quittés pour revenir ensuite sur du média dit dissident. Donc on va voir toutes ces étapes de vie. Je voudrais pas qu'on dévoile tout ce qu'il y a dans ton livre, parce que pour moi, l'objectif aujourd'hui, en plus en tant qu'auteur, c'est que les personnes qui nous écoutent, qui t'aiment, qui veulent te soutenir, achetez le livre de Kate. Voilà. Vous savez qu'en tant qu'auteur, on n'en vit pas, ou on en vit assez mal, mais c'est une forme, en fait, pour nous de soutien. C'est une forme de vous récompenser notre travail, puisque nous ne sommes pas là pour mendier, voilà, Mmh. ou demander des Mmh. dons. C'est Mmh. important. Je sais que tu as mis énormément de cœur dans cet ouvrage. Je voudrais commencer par ton enfance, Kate, parce que tu te livres beaucoup, hein, dans ce livre. On apprend beaucoup sur toi et notamment, ton enfance. Tu dis, depuis toute petite, que tu n'as jamais voulu entrer dans des cases. Je vais te citer parce que j'ai fait pas mal de si tu veux, je stapilote beaucoup les livres. Oui, je sais, c'est pas bien si tu veux, mais bon, c'est plus fort que moi. Voilà. Donc tu dis qu'en fait, quand tu étais petite, n'ayant jamais voulu entrer dans les cases du système, tous mes proches le savent, petite, je détestais les codes, l'injustice, le jugement et la médisance. Je rêvais secrètement de sauver le monde et adolescente, tu envisais même d'être reporter de guerre. Raconte-moi comment l'ont vécu tes parents, parce que c'est pas courant. Bah, je le raconte très mal, hein, très mal. C'est vrai que j'étais une petite fille. euh, Finalement, je retrouve, si tu veux, aujourd'hui, voilà, puisqu'on est en toute intimité, je retrouve en fait la petite fille que j'étais, tout simplement, tu vois. Et je Mmh. parle de mon côté intuitif, je parle donc très petite, j'avais cette perception du monde qui était différente de mes camarades de classe. Voilà, j'avais une perception différente du monde. Pour moi, ce qui était autour, en fait, c'était pas comme ça que ça devait fonctionner. C'est très difficile de mettre des mots dessus. Mais effectivement, l'injustice face au camarade qui est isolé, tu sais, parce que souvent les enfants, on est quand même assez méchants, hein, faut le dire, hein, quand on est petit, des fois. Voilà, c'est plein de, c'est des perceptions différentes. Après, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais j'avais ce côté très protecteur vis-à-vis d'un de mes frères. Tu vois, Ouais, c'est des petites choses comme ça et qui font que tu sens qu'il y a un déséquilibre, mais tu ne peux pas l'expliquer parce que tu es enfant et puis en plus ouais. avec tes mots d'enfant, mais cette perception euh, qui est presque une perception d'adulte. Et voilà, même par rapport aux enseignants, tu vois tout de suite les enseignants qui font la différence. Enfin, il y a plein de choses, hein, vraiment. Quand je me replonge, là, tu me replonges dans mon passé. Mais oui. Euh, C'était très difficile. Et à l'adolescence, effectivement, c'est quelqu'un qui m'a inspirée pour devenir, pour avoir cet élan de vouloir faire carrière dans le journalisme et Et une tu dis personne et une que actualité. excuse-moi, tu dis en fait que tu as ça m'a intrigué, que tu as suivi tes écoles enfin ton parcours scolaire et cetera, tes études en catimini. Oui, parce que je l'ai pas dit, parce que mes parents, quand j'ai Mais annoncé que je voulais devenir reporter de ouais, guerre, mes parents ont refusé. j'imagine. Ils ont Alors complètement refusé. Donc, je suis allée d'abord à la fac, tu vois? ouais, Et en faisant croire que mais je suis allée à la fac en faisant croire que j'allais terminer tel cursus pour, devenir, je sais même plus, ce que bon, je vais voilà, il faut pas que je donne d'accord. trop de détails, Non, non, tu vas mais pas donner trop de détails, mais mais en fait, est-ce que tu as fait une école de journaliste? Tu as été formé comme journaliste? alors j'ai été formée comme D'accord. journaliste. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai une question pour toi, Oui, Kate, dis-moi. peut-être que ceux qui nous suivent merci, les amis membres du Hit Club qui êtes sur ce direct, donc je prendrai vos questions aussi à la fin, mais peut-être vous demander, qu'est-ce qu'on apprend dans une école de journaliste? Parce que moi, je me pose la question, en fait. C'est quoi le contenu pédagogique dans une école de journalisme? Alors moi, ça fait longtemps, mais tu apprends, l'histoire effectivement, du journalisme. Tu apprends à aller sur le terrain au départ, puisque tu as des cours, au tout début, à la fois de presse écrite, de radio.
Donc on te met un peu, tu vois, la première année, on te met un peu dans ce bain-là, quoi, tu vois? Et voilà, donc au départ, effectivement, tu apprends à écrire, tu apprends, à faire, par exemple, des petits, comment on appelle ça? Des petits flash infos, en radio, OK. c'est comme un peu la fac, hein. C'est la fac, tu as des cours magistraux et puis tu as des cours, de TD, quoi, en réalité. Ouais, ce serait intéressant de savoir ce qui est devenu, en fait, ce que sont devenues ces écoles de journalisme parce que avec l'apparition des nouveaux médias, on en parlera, je dirais tout ça a un petit peu explosé. Et je pense que même les formats, le fait d'écrire de façon beaucoup plus, je dirais, courte, condensée, les punchlines, le côté aussi, putassier, on en parlera, hein, des titres qu'il faut mettre pour accrocher le lecteur. Tu nous parleras aussi de toutes ces, je dirais cette chasse aux news. Tu nous diras également comment tu as été, tu avais envie en fait qu'il arrive une catastrophe pour avoir le scoop. Mais, c'était le passé. Mais aujourd'hui, je pense que même dans les médias, dissidents, c'est le même, en fait, le même engrenage. Donc on en parlera dans l'émission. Alors on va rester dans ton enfance et on va faire un petit, je dirais un petit break avec la première rubrique que je t'ai préparée spécialement pour toi. Parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup les séries, mais que tu en C'est le regardais plus contraire, Gilles, aujourd'hui. hein. C'est le Oui, je sais, contraire, Gilles. mais justement, comme tu aimais beaucoup les séries et en fait pas du tout, C'est que je j'ai n'ai pas le choisi, temps, en fait. mais je C'est que suis je n'ai pas sûr que tu Vas-y, connais ces séries. Je suis d'accord. certain, On y va, Kate. Je vais te on y va. ramener, c'est une petite, Madeleine, de Proust, petite Madeleine télévisuelle. Écoute, je suis, tombé par hasard, mais je sais que tu ne crois pas du tout au hasard, on en parlera, ton côté spirituel également, ta rencontre également avec ton ange gardien. Je suis tombé sur une, chaîne, YouTube qui s'appelle donc les séries, cultes, où il y a tout un tas de séries, notamment une sur Benny Hill. Je pense que tu te rappelles de cette série quand même, Benny Hill? Alors j'étais très, très petite, mais oui, oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Et son histoire est vraiment, vraiment intéressante. Alors j'ai essayé je vais te faire une interview un petit peu, je dirais, à la Ardisson. Je vais te citer en fait des séries et tu vas me c'est une question de choix entre, 2 options. Tu vas voir, tu vas t'y faire, très, très Très vite. bien, vas-y. Ton premier en fait, ton premier souvenir télévisuel, est-ce que tu as un 1er souvenir même si c'est pas une série, même si c'est un film, même si c'est un événement, ton 1er souvenir télévisuel? Oh là là, oh là là, oh là là. C'est compliqué ça, dis donc. Est-ce que tu en as un ou est-ce que tu en as pas? Je te dirais le Club Dorothée, tu vois? Parce que Ah! Et voilà, tu vois le Club Dorothée? Le c'est Club Dorothée, voilà, tu sais le que Club c'est eux Dorothée. qui ont amené en fait toutes les séries, hein, qu'on regardait quand on était gamin. D'ailleurs, quand tu étais ado, tu regardais plutôt Dallas ou Dynasty? Alors c'est des séries que je connais, parce que ma mère regardait, OK. Toi, tu étais trop petite, tu regardais pas. mais Dallas, oui, Dallas. Dallas, tu vois, OK. c'est ce qui me Alors, voilà, je pense que les j'ai dessins des animés, souvenirs, tu connaissais également les dessins animés quand même. Candy, Goldorak? bah, plus Candy, Ah, plus forcément. Candy. Le héros de Oui. l'espace qui t'a fait rêver, Capitaine Flamme ou Albator? Alors, j'aimais pas forcément ces dessins animés-là, OK. mais on va dire, Albator. OK. Quand tu rentrais de l'école, c'est Inspecteur Gadget ou Scooby-Doo? Inspecteur Gadget, parce que là, je fais vraiment un gros clin d'œil à mes filles. Elles OK. comprendront pourquoi. Le héros qui t'a fait rêver, Magnum, MacGyver, peut-être? Tu connaissais cette série-là? MacGyver, il est Ouais, vraiment ouais. Alors, impressionnant, il y a des séries parce que tu es beaucoup plus jeune, en fait, que moi. Il y a des séries, en fait, qui sont un peu plus récentes, hein. C'est là une série de filles, hein. C'est les filles, qui sont assumées, Desperate Housewives ou Sex and the City? Alors Sex and the City, vraiment, je ne supporte pas, clairement. OK. Alors je crois, que tu as reçu, une personne qui s'appelle Mark Auburn. Je crois que tu crois également à tout ce qui est paranormal, surnaturel et cetera. Est-ce que tu une série qui t'a fait croire aux extraterrestres peut-être? X-Files? Tu regardais? X-Files, très, très belle série. Très, très belle Ah, série. Ouais, tu vois? Donc, ouais. Ah oui.
Et pour la dernière question, parce que tu pas une bonne cliente pour les séries, on gardera pas ça pour le on gardera pas ça pour le direct. Et parce que oui, on va partager, amis du Hit Club, on va partager cette émission sur la chaîne de Kate pour lui apporter, de la visibilité et pour, faire découvrir également son livre à son public. Alors la dernière pour une série qui t'accroche au canapé, un 24 heures chrono ou Prison Break? J'adorais Prison Break, vraiment. Mmh. Alors, donc c'est des séries qui étaient diffusées à la télévision. La télévision, donc c'est des médias mainstream et il se trouve que, la télévision, tu connais bien puisque tu as été propulsé rapidement à la présentation d'un journal télévisé sur une petite chaîne que tu ne nommes pas et tu as, assuré 2 émissions, 2 éditions quotidiennes. Là, tu as pu rencontrer également, tout ce qui était les je dirais les présentateurs, les je dirais les présentateurs en représentation, tu vois? Plutôt que des journalistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce milieu que tu as fréquenté? Est-ce que c'est un milieu machiste? Est-ce que tu as, des souvenirs de cette période-là? Oui, bien sûr que j'ai des souvenirs de cette période-là. Ce que je peux t'en dire, c'est que, moi, ça a été une très bonne école. D'abord parce que c'est vrai que ça m'est tombé un peu dessus. Alors il y a pas de hasard, hein, cette présentation présenter le JT, c'est quand même quelque chose en soi, même si effectivement c'était sur une petite chaîne que je ne citerai pas. Et j'ai beaucoup aimé finalement, tu vois? Alors que ce n'a pas forcément été un choix, une conviction en tout cas, dès le départ, mais j'ai beaucoup aimé sur le coup faire ça parce que je me trouvais très à l'aise et que c'était, plutôt on va dire facile pour moi. Parce qu'en réalité présenter le JT n'est pas un vrai travail de journaliste. Alors là, je vais être un peu, critique, mais c'est une réalité. Quand vous êtes présentateur de JT, et je peux me permettre de le dire, vous ne faites que recracher finalement des dépêches et votre rôle, votre mission, est de d'écrire, vous-même vos lancements. Donc vos lancements, c'est quoi un lancement? Un lancement, c'est, donc on annonce une thématique, enfin le sujet et puis, qui a réalisé le reportage et on lance le reportage. Voilà, c'est ça un lancement. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas un travail, transcendant. Et vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes juste à la présentation, du JT. Donc c'est, surtout sur les chaînes, si vous voulez des médias de masse, ces présentateurs JT en plus sont rémunérés de manière, confortable, mais, en termes de travail fourni, bon, ça reste de la présentation. Oui, donc c'est des présentateurs, c'est pas des journalistes. Tu fais la différence entre, en fait, les journalistes donc de terrain, ceux qui vont chercher l'info, ceux qui Mais attendent bien comme sûr, ça, ceux qui vont la chasse au scoop, avec, les animateurs de plateau. C'est évident, mais bien voilà. sûr, mais bien sûr. Des personnes, voilà, comme Pascal Praud, je pense pas qu'ils soient capables de faire une enquête ou d'aller ne serait-ce que sur le terrain chercher des infos. Ce sont des gens qui ont un certain talent, notamment pour présenter, mais ça reste donc des présentateurs. Alors tu racontes, on va pas trop passer de temps sur cette époque-là que tu racontes en fait dans ton livre. Tu expliques, hein, cette guerre de classe entre journalistes, hein, ce monde qui est hors sol, cette course à l'info, à l'exclu, au scoop, hein. Et hem et donc pour passer en fait à cette époque enfin, à cette année de rupture, tu parles que de 2018. Tu dis que 2018 en fait, tu en as un peu marre, hein, de ce travail, qui te satisfait, pas pleinement et tu décides donc de quitter le journalisme. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé, alors moi j'ai fait tout à l'envers, hein, j'ai l'impression. J'ai commencé par la présentation du JT et puis ensuite, je me suis mise à faire des documentaires, des reportages, des émissions, des choses comme ça, voilà. Donc, j'ai eu en fait une expérience assez large, mais qui est restée dans le domaine de l'audiovisuel. Et donc j'ai fait pas mal de choses et la toute dernière expérience, je me suis mise, dans une chaîne musicale en me disant, bah, chaîne musicale, tu vois, c'est un peu plus léger, mais peut-être que je vais y trouver mon compte parce que je commençais à sentir qu'il y avait un décalage, que l'équilibre en quelque sorte était rompu entre le métier et moi et ce que Ouais. j'avais envie de faire.
Mais finalement, non, dans une chaîne musicale, sincèrement, il y avait pas, encore une fois, c'était pas transcendant, c'était pas assez, il y avait pas assez d'émotions ou de, je vibrais pas, voilà. C'était une espèce de, voilà, c'était un manque de vibration. Donc en 2018, en fait, je me dis, ok, le métier n'est plus fait pour moi, je n'y trouve plus mon compte, donc j'entame une reconversion professionnelle parce que j'ai plus envie, j'avais plus cette envie d'exercer, l'envie qui m'avait poussée à cacher à mes parents que je voulais devenir journaliste. Voilà. Donc, c'est, cette période donc de rupture va où tu commences donc une reconversion, ça va prendre soudainement, fin et tu vas revenir en fait sur le journalisme. Hem, j'ai dit au soir, je crois, du quasiment, du 16 mars 2020. Ça te dit quelque chose, le 16 mars 2020? Mais bien entendu, c'est le fameux discours d'Emmanuel Macron qui nous déclare à 6 reprises que nous sommes en guerre. Donc, bien sûr, bien sûr. Mmh. En réalité, voilà, cette période Covid, moi, je la vis en décalage. Je la vis en décalage, je l'explique, hein, j'ai l'impression d'être dans une Mmh. quatrième dimension parce que je vois les gens courir partout, se battre pour n'importe quoi, enfin des choses qui ne sont même pas essentielles. On nous interdit d'acheter des livres, on nous interdit, tu vois. Et puis on nous, chaque soir à la télé, on comptabilise les morts, et je me dis mais il y a un truc qui va pas au niveau de l'information, il y a un truc qui va pas. Tout de suite, je Qu'est-ce me qui te fait dire qu'il y a un truc qui va pas? Parce qu'il y a plein de gens qui ont embarqué, tu vois, dans le narratif. Qu'est-ce qui quel est, toi, est-ce que c'est, je sais pas, une espèce de sentiment où tu sens c'est à la qu'il y fois a un le décalage? sentiment, Ouais. c'est à la fois le sentiment et à la fois, comme tu es dans ce métier-là, tu as baigné dans ce métier-là, tu te dis, on te donne, parce que moi je fais beaucoup de recherches, voilà, parallèlement aussi, j'ai ces informations-là qu'on nous donne à la télé, et moi Ouais. je vais rechercher à côté. Est-ce que ces informations-là sont réelles? Est-ce qu'elles sont vraies? Et je me rends compte il y a un problème. Il y a un problème dans ce qu'on est en train de nous dire. Et je m'aperçois en fait que très rapidement, le Covid, il n'était pas là en mars 2020, que déjà en 2019, il existait en Chine, tu vois. Et Mmh. du coup, je me dis, attends, mais alors là, déjà, ils sont en train de nous mentir sur tout ce qui s'était déjà passé, avec les attentats en 2015, tu vois? Et ce qui s'était déjà passé lors du 11 septembre. Donc là, je vais jouer un peu ma complotiste, mais on avait déjà vu comment les médias s'emparent rapidement d'une information et qui vont fabriquer à leur niveau, comment le discours doit être unifié sur chacune des chaînes, et on laisse pas la place au doute, surtout pas. Il faut pas douter. Il faut surtout écouter ce qu'on est en train de vous dire, parce que ce qu'on vous dit, c'est la réalité. Sauf que non. En tant qu'être humain, on a le droit de douter. On a le droit d'aller chercher d'autres informations et d'autres sources d'informations, confronter, parce que c'est ça notre travail de journaliste, c'est confronter les sources différentes, confronter les informations, regarder est-ce que cette information est fiable ou non. Et là, on ne vous laisse pas le choix. On vous dit c'est comme ça, le Covid, c'est une maladie voilà, qui tue, chaque jour il y a tant de décès, et, Et et, il faut vous faire vacciner, et c'est voilà, et une après obligation. voilà, on a Voilà. eu voilà, on a Quel vécu regard tu portes sur, je sais pas si tu as gardé contact avec des personnes qui travaillent encore dans les médias mainstream? Moi, j'en ai quelques-uns, qui l'ont très, très mal vécu, en fait, cette période-là, hein. Qui l'ont très, très mal vécu parce qu'ils ont été, je dirais muselés ou alors ils ont été écartés après de l'info lorsqu'ils allaient pas justement, ils apportaient une contradiction, ils ont vraiment été mis, à l'écart, punis, en fait, au placard. Hem, quel regard tu portes sur les journalistes aujourd'hui qui ont véhiculé ce narratif visant à nous obliger à nous vacciner? en fait, mon sentiment, il est assez partagé parce que je ne peux pas leur en vouloir complètement, parce que finalement, quand on a
quand on est salarié, quand on est en pied dans une rédaction, on ne tu vois, si tu n'as plus de travail, finalement, c'est difficile. C'est difficile de prendre des risques et tout le monde n'est pas prêt à prendre des risques au nom de la liberté. Donc je ne peux pas leur en vouloir complètement. Par contre, j'en veux à tous ces journalistes de plateau qui savaient éperdument qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque on a quand même des personnes comme Christine Kelly qui nous a annoncé des années après qu'effectivement, on pouvait pas dire, on pouvait rien dire à l'antenne, qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'avait pas le droit, tu vois, d'en parler. Donc là, j'en veux véritablement à ces gens parce que pour moi, ils ont du pouvoir. Ils ont un pouvoir qui est beaucoup plus grand que le journaliste finalement qui est derrière son bureau, qui lui essaye d'écrire son papier ou qui n'est pas visible. Eux, ils avaient ce pouvoir-là grâce à la notoriété et on aurait pu agir ensemble, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on sait très bien que toutes ces grandes chaînes sont tenues par des milliardaires. Et bien sûr qu'ils ne vont pas remettre en question leurs privilèges, parce qu'ils ont beaucoup de privilèges. J'appelle ça le prix de la soumission. Il y a, une personne qui s'appelle Guillaume Pley, qui a lancé un média qui s'appelle Legend, Mmh mh. tu connais Mmh. certainement, Oui, puis qui oui, fait un oui. carton, voilà, qui avait reçu notamment, Sarkozy et on parlera de ces nouveaux médias et ces hommes politiques qui vont sur les plateaux. Il y a pas que lui, hein, aussi Mélenchon avec Hanouna et cetera. Mais pour en revenir à Guillaume Pley, pourquoi je te parle de Guillaume Pley? Parce que, récemment, il a publié, une interview il a reçu, Michel Drucker. Et Michel Drucker, expliquait, à l'époque de la 5, tu sais que Berlusconi avait recruté, tous les, plein de présentateurs, connus, de la télé française. Ils les avaient débauchés pour lancer la 5, qui était une Mmh. immense escroquerie parce qu'elle n'était pas diffusée de partout et tout. Il savait péricliter rapidement et il avait offert, à Michel Drucker, mais un pont d'or, mais vraiment un pont d'or, des villas, des voitures, en fait, une vie, incroyable. Et lui, en fait, a refusé, parce que, il allait vendre son âme. C'est très respectable de sa part. Bon, il y a son frère aussi qui prenait la direction de France Télévisions, hein. Il explique pourquoi il a cet amour du service public. Je pense qu'il y a des gens, alors c'est pas véritablement un journaliste, hein, Michel Drucker, mais bon, c'est un grand présentateur, quelqu'un qui vient aussi de l'ORTF, hein, donc qui vient du siècle passé, une espèce de dinosaure. Par contre, ce sont pas des journalistes d'investigation. Aujourd'hui, je dirais les journalistes d'investigation, on cite souvent, Élise Lucet, je crois, heu, avec, je sais plus son émission, mais bon, ça, c'est que des enquêtes en carton, si tu veux. C'est des enquêtes qui sont légitimées, par, les propriétaires des chaînes. Mais dès lors qu'on ennuie et qu'on porte préjudice justement à la doxa, on est mis de côté. C'est la voilà, technique de l'oreiller ou alors, on perd son job. Mais pour moi, les gens qui sont restés pendant le covid, qui ont fermé leur gueule, pour moi, en fait, ce sont vraiment des gens qui sont soumis. J'aimerais pas être à leur place lorsqu'ils se regardent, je dirais, dans la glace. Voilà. J'ai aucune estime pour ces personnes-là. Il faut pas me faire croire que tu gardes un boulot et il faut que tu trahisses tes convictions. Sinon, tu fais pas journaliste. Mais pour en revenir, sur Michel Drucker, tu vois, moi, il y a quelque chose qui me dérange chez cet homme, encore plus, avec les années qui passent. Parce que tu viens de le dire, c'est une espèce de dinosaure, effectivement. On a l'impression, d'être né avec, Michel Drucker, tu vois? Et pourtant, alors il raconte, moi j'ai vu effectivement la vignette passer, j'ai pas regardé l'émission, mais il raconte alors cette histoire sur Berlusconi, qu'il a pas voulu vendre son âme au diable, mais pour autant, il est toujours sur la chaîne, du service public. Il est toujours aux commandes de son émission et on a envie de lui dire: «Mais Michel, il serait peut-être temps pour toi de prendre ta retraite et de laisser ta place à quelqu'un de plus jeune». Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment là, je sors vraiment, du contexte, mais je ne comprends pas pourquoi ces gens, il est pas le seul, parce qu'on a aussi, comment elle s'appelle? Sophie Davant qui se plaint, d'avoir été, virée, de France Télévisions et qui donc vient de créer sa chaîne YouTube. Et mais on a envie de leur dire: «Mais vous avez fait
En fait, vos années d'or, vous les avez vécues, laissez la place à d'autres personnes. Je pense qu'il y a plein de jeunes personnes qui aimeraient prendre la tête, ou même une autre émission, hein, pas forcément reprendre l'émission de Michel Drucker. Mais ça aussi, c'est un vrai problème au sein de la télé. Je sais que c'est un monde que tu connais bien, mais c'est Mmh. un réel problème. Alors moi, je veux pas défendre les boomers, on va croire que je suis un boomer. Je suis un enfant de boomer, hein, je suis trop jeune pour être un boomer. Donc les boomers, comme le dit, Patrick Buisson, ont un lourd, en fait, passé. Je comprends très bien, moi, la réaction de Michel Drucker. C'est quand même, quelqu'un qui a une énorme audience. C'est pas ton audience, c'est pas la mienne, c'est pas l'audience d'Hanouna. C'est une audience certainement de personnes dans les EHPAD. C'est une audience de personnes qui sont attachées à la personne de Michel Drucker. Moi, je trouve qu'il ne fait pas de mal. Voilà, il fait pas de mal. Il dit du bien de Léa Salamé, donc ça me restait un peu à travers de la gorge. Mais voilà, c'est un gentil, je pense que c'est un vrai gentil qui a pas d'arrière-pensée. Il a un public, voilà, entre 800 000 et 1 million de personnes qui le suivent tout le temps. Pourquoi il laisserait sa place? Moi, j'aimerais bien te poser la question aussi dans 20 ans, Kate, en disant: «Mais pourquoi tu fais encore des enquêtes, Kate? Pourquoi tu fais encore du journalisme? Pourquoi tu» en fait, on est, si on tu sais, moi, j'aurai jamais de retraite, donc je continuerai à faire ce que je fais, aujourd'hui. Après, je dirais qui même me suivent. On a toujours le public que l'on mérite. Moi, en fait, j'ai aucun, regard, médisant. Je veux pas que pousser, les gens, je dirais à la retraite. Je dirais les directeurs de chaînes le font très bien, hein. Il y a eu cette vague, hein, des quinquas, blancs cisgenrés, qui ont été éjectés de la télévision. Ardisson l'a très mal vécu, il en est mort. Voilà, après la télévision, on sait que c'est une drogue. Moi, on a fait des voilà, on m'a fait des propositions à l'époque, j'ai refusé parce que je voulais garder mon intégrité. Je le regrette pas, mais voilà, c'était juste un avis, on va pas passer la soirée sur Michel Drucker, désolé. Mais tiens, on va rester par contre sur les jeunes. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux médias aujourd'hui où des hommes politiques viennent, s'exprimer, enfin jouant peut-être un rôle, mais bon, c'est des médias aujourd'hui qui donnent la parole à des politiques. Alors je t'ai cité, voilà, Hanouna qui a eu, je dirais un rôle pendant les élections présidentielles, hein, on le sait, avec, Baba, je crois, Baba au rhum, je sais plus, et les jeunes. Quel regard tu as sur ces, nouveaux médias? Alors écoute, déjà, Hanouna, je ne regarde pas, même si, j'ai vu, passer, plein de petites vidéos, le concernant. Heu, pour moi, quelqu'un comme Hanouna qui reçoit un homme politique, forcément, c'est pas une vraie interview, tu vois? C'est vraiment tirer vers le bas le niveau intellectuel, des spectateurs, sincèrement, et c'est, faire une espèce de promotion, je sais pas, de l'homme politique, c'est pitoyable, vraiment. C'est, qualitativement, ça n'apporte rien du tout, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, là où on veut nous mener. Finalement, dans les programmes qu'on nous propose, sur les télés, c'est aussi, heu, voilà, on maintient en fait les citoyens dans une espèce de médiocrité. C'est une médiocrité qui est entretenue, qui est nourrie. Après sur Légende, Guillaume Pley qui est très bon, hein, qui est très, très bon, lui, il bénéficie quand même de moyens quand même colossaux. C'est une grande équipe, c'est une grande boîte de prod, ils sont plusieurs, à préparer l'émission, tu vois? Donc, Mais bien sûr que ils quelqu'un sont pas comme arrivés comme ça, du jour au lendemain, Kate, ah c'est un oui, petit ah média oui, indépendant qui a voilà, qui a percé en tout cas et qui a eu beaucoup de succès dû, je pense, sur la qualité, d'intervieweur de Guillaume Pley, qui est un vrai gentil, qui pour moi, une espèce de Michel Drucker, 2.0, qui est extrêmement bienveillant, qui fait des émissions donc de divertissement. Tu posais la question sur la présence, tu vois, de ces personnes politiques. En fait, ces gens-là recherchent l'audience. Il y a que bien sûr, l'audience, en fait, qui bien compte. sûr, bien Et la sûr. problématique, la vraie problématique, Kate, c'est que tu vois l'audience aujourd'hui qu'on a dans le Hit Club, tu vois l'audience que tu as sur ta chaîne avec tes 10 000 abonnés, c'est magnifique, vraiment, félicitations d'être parti de zéro, sur le tard et puis d'avoir réussi à réunir 10 000 personnes, 10 000 gens qui te suivent. Il y a aussi, je dirais, des auditeurs qui sont captifs, hein, c'est pas, je dirais, des gens qui sont volatiles, donc c'est un excellent score.
mais c'est sans commune mesure aux 3 millions d'abonnés de Legend, ou à tout le, je dirais, le public qui suit Cyril Hanouna. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi les gens regardent en fait? C'est pas pourquoi on produit ces merdes-là. C'est pourquoi, comment les gens regardent. Comment on peut regarder les chroniqueurs de Cyril Hanouna? Je ne connais pas leur nom. Mais alors, tu vas me dire, c'est pas forcément du journalisme. Si, ils invitent Divisio, ils parlent de faits d'actualité. C'est du journalisme. Et là, on va parler de l'info, cette info business, parce que l'information aujourd'hui est devenue un divertissement. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est complètement ça, c'est en réalité, quand tu interroges pourquoi les gens regardent ça, parce qu'on les a habitués à ça, tout simplement. Et les gens ne font plus l'effort. Là, je vais être un peu critique. Tu parles Mhm. de nos contenus et de nos chaînes. Effectivement, nos chaînes sont insignifiantes face à des colosses tels que Légende ou Cyril Hanouna. Et c'est vrai, pour les concurrencer, en fait, on est loin, mais on ne peut même pas les concurrencer. On ne peut même pas parler de concurrence parce qu'on est très, très loin derrière. Et eux, effectivement, avec leurs millions de spectateurs et de téléspectateurs qui les suivent, eh ben, ils ont une force de frappe. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Mais j'ai envie de te poser aussi une question. Comment qu'est-ce qu'il y a à comprendre lors de la crise Covid, les gens, les citoyens, les Français qui se sont dit oui, il y a vraiment un virus, oui, on accepte de se museler, oui, on accepte d'aller se vacciner, oui, on accepte de prétendre au pass sanitaire. C'est la même chose en fait. Et là, il y a un manque de réflexion, il y a un manque de prise de recul. En fait, les gens s'informent très mal, tout Ouais, simplement. c'est pour moi, ils ont appuyé sur le bon bouton. En fait, ils ont appuyé sur le bouton de la peur, ils ont appuyé sur le bouton de l'ignorance, ils ont appuyé sur le bouton de l'obéissance, en fait, je dirais, au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent. Hein, dans le mot, il y a gouverner, donc ce sont nos maîtres, en tout cas. C'est les maîtres à penser. Il y a toujours, je pense de moins en moins en tout cas, de quoi chez les boomers, il y a une vraie croyance. Hein, ce qui est dit à la télé, c'est vrai. Donc, tout ce qui est dit sur les médias mainstream est vrai, puisque c'est filtré, c'est contrôlé quand même par des gens qui savent ce qu'ils disent quand même. Puis bon, c'est les docteurs. Bon, on reviendra pas, bien sûr, sur cette crise du Covid. C'est pas l'objectif. On va avancer dans ton parcours, Kate, et tu vas nous raconter comment tu es arrivé donc au média 442 notamment, puisque c'est ce média donc qui t'a fait, je dirais qui t'a mis en avant puisqu'on s'est rencontrés en plus là-bas. Mais avant ça, petite rubrique actu. Alors c'est pas les actus que tu as l'habitude de traiter. Je pense pas, je pense pas. Alors, tu sais, moi, je traite des actus, mais les actus qui peuvent paraître insignifiantes, et c'est pas les actus, en tout cas, mainstream. Ce soir, on ne parlera pas de Sarkozy, hein, qui va bientôt sortir donc de prison. On ne parlera pas hein, euh, de ce chevalier blanc qui est Juan Branco et qui prend comme ça un procès, alors, je sais pas pourquoi, pour viol, etc. Bon, bref, on ne parlera pas de lui. On ne parlera pas, bien sûr, de la première dame, hein, Madame Brigitte Macron, hein, de ce procès hors norme sous forme d'une rumeur planétaire. Hein. C'est un épisode hein, haletant, haletant. On a hâte de savoir la fin, mais je pense qu'on la connaîtra jamais. On va parler de Trump. On va parler de Trump et surtout d'Halloween. Parce qu'il a organisé une fête à Mar-a-Lago pour Halloween. Le thème de la soirée fait polémique. On se fout du thème. Je veux te parler, moi, de la fête d'Halloween. Je me suis exprimé sur ce sujet sur mon canal Instagram. Ça fait pas mal je dirais, euh, ça a donné lieu à pas mal de commentaires, les pour, les contre. Moi, je regrettais en fait qu'Halloween, en France notamment, donc déjà, ce n'est pas notre culture, mais surtout, c'est Exact. une fête, mais qui est moche, Kate. Moi, j'ai vécu à Galerie longtemps donc au Québec. C'est magnifique. Halloween au Québec, enfin aux États-Unis, même c'est leur culture. Tu vois, il y a des enfants qui travaillent les citrouilles, qui font des décors. Nous, on se baladait le soir, quasiment 15 jours avant Halloween. C'est un conte de fées, quoi, tu vois. Bon, avec des squelettes, avec des choses, les gens se font peur, etc. Mais c'est beau et c'est culturel, tu vois. Et en fait, cette fête, je ne sais pas si tu es au courant, elle a été importée dans les années 90 en France
notamment par Coca-Cola et je crois que c'est aussi le groupe Mars. Donc voilà, des sucriers, des chocolatiers, et des boissons gazeuses en fait, américaines et ça a fait suite en fait à ce plan Marshall, cet envahissement, je dirais des États-Unis, de la culture américaine depuis, les années après-guerre. Est-ce que c est-ce que tu, quand tu étais, je dirais plus jeune, hein, parce que c'est dans les années 90, est-ce que tu fêtais Halloween? Pas du tout, pas du tout. Mais C'est une d'accord. fête qu'on ne connaissait pas, Mmh. Halloween. Tu Ouais. vois, moi, j'ai l'impression que ça fait quoi, 10, 15 ans peut-être qu'il y a cette mode, et puis d'année en année, ça on a l'impression que ça prend le dessus parce que tu sais, dès septembre, quand tu vas dans les magasins, il y a déjà, les Mmh mh. décorations d'Halloween Mmh. dans les magasins et là, tu te dis: «Ouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça?» On a l'impression qu'il y a plus de culture française, que la France n'a plus de culture, n'a plus, il faut aller s'inspirer, aux États-Unis. Bon après, il y a forcément, hem on va dire, une influence politique à tout ça, tu vois? On pourrait parler de l'hégémonie américaine, forcément. Si aujourd'hui on fête Halloween, en France, c'est que quelque part, on sait très bien que les États-Unis exercent leur pouvoir sur l'Europe et sur la France, tout simplement. Politiquement, géopolitiquement, voilà. Il y a d'autres causes à ça, je Alors pense, oui, moi. culturellement, moi je suis plutôt sur la culture, si tu veux, l'américanisation, de la nourriture, l'américanisation de notre culture. Je t'ai cité plein de séries, les Starsky Hutch et cetera. C'est des séries en fait qui venaient, des États-Unis et donc il y a eu cette américanisation. Alors il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On peut pas rester franco-français avec notre béret, et puis notre fût de pain quand même. Mais, concernant vraiment Halloween, moi que ce soit une fête commerciale, bah, tout est commercial aujourd'hui. Mais je t'assure que c'est vraiment d'une mocheté en France, mais c'est juste, c'est pathétique et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fête d'Halloween est en train de péricliter, hein. Alors les magasins, les enseignes de sport, tout le monde en fait, fait la décoration d'Halloween. Mais, moi cette année, j'ai pas eu d'enfants qui sont venus sonner à ma porte d'ailleurs, parce qu'il y a pas de citrouille, il y a rien donc, mais, auparavant il y en avait. Et puis, en fait, ils ont peur de venir maintenant peut-être. Mais voilà, donc c'est une fête qui est en train de battre de l'aile. On va revenir donc sur cette, re remise en question, donc Covid. Tu parles aussi et tu te livres énormément, Kate, par rapport à ta vie personnelle. Donc il y a eu aussi une rupture pendant cette période de Covid. Est-ce que ça a été amené également par cette prise de conscience? Ah bah, certainement, tu sais que moi je ne crois pas au hasard, donc forcément, écoute, pour moi Donc la période, du Covid a été, assez providentielle. Donc oui, j'en parle, je prends conscience que mon mariage, est finalement, un gros mensonge, tout simplement, mais ça faisait des années déjà que j'avais quand même les prémices, tu vois, ouais. de tout ça. Mais après, franchir le cap, avoir le courage aussi, parce que c'est une question de courage et tout est une question de courage finalement. Eh bien, c'est différent. Donc il faut trouver la force et le courage de dire: «Bah, stop, stop, à ces mensonges, stop à cette vie» et oui. Et là, donc, tu entends, un appel, d'un youtubeur qui s'appelle Marcel, et qui demande, en fait, à des bénévoles de rejoindre une équipe, pour lancer donc un média indépendant, le média 442. Et là, donc, tu vas répondre, enfin, tu présentes et puis tu vas être, sélectionné donc dans cette équipe. Vous étiez combien, au départ? Au tout Alors, début? Marcel parle de 300 personnes. Je ne sais pas si, je pense que parmi les 300 personnes, toutes n'étaient pas forcément actives, hein. Ouais. Il a peut-être reçu effectivement, les demandes de 300 personnes, hein, certainement, hein. Mais, mais très vite, ça s'est vraiment, très vite, bah, c'est difficile en même temps, tu vois, d'agir bénévolement, de manière bénévole. Alors nous, on a été portés, c'était peut-être un mélange de folie, d'utopie, je ne sais pas.
comment je peux l'expliquer, mais hem, mais effectivement, quand je réponds à cet appel, je me dis: «Ça doit être», d'abord on pense que c'est une blague, tu sais? Au tout départ, on n'y croyait pas forcément à ce projet-là. Tu Ouais, vois? On savait pas où ça allait nous mener et je crois que je l'explique. Je dis ouais. qu'on était là au jour le jour parce que oui, Marcel n'est pas du métier, il lance cette idée et on ne sait pas où ça va aboutir, comment ça va aboutir. Ouais, vous partez donc nombreux, à l'arrivée, vous êtes très, très peu, au fait. Ah oui, ah Puisque oui, vous ah oui, travaillez, il faut le dire, plusieurs années bénévolement et qu'à un moment donné, ça craque. Voilà, donc je vais pas, je pense que tu auras l'occasion sur d'autres chaînes de développer, je bien dirais, sûr. cette grande histoire, hein, une grande histoire d'amour qui peut-être se finit, peut-être mal ou en tout cas comme toutes les histoires d'amour, en fait, ça se finit mal, mais bon, mais en tout cas, voilà, l'histoire se termine et tu vas donc, prendre ton envol, pour créer donc, Kate, TV et tu vas, comme ça, reprendre ta liberté. Je voudrais que tu reviennes, s'il te plaît, sur, est-ce que tu peux me citer, tes meilleurs souvenirs ou me citer, par exemple, une interview qui t'a mis la pression, qui t'a marqué vraiment? S'il y avait qu'une seule interview, tu citerais laquelle? Pas moi. Oh, c'est compliqué de, c'est compliqué de, c'est compliqué de Je sais, citer une interview qui m'a je sais. marquée. Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, je ne veux pas faire de jaloux, donc Alors je vais ça, t'aider, je vais voilà. t'aider. Écoute, je vais t'aider, je vais Mais par t'aider, contre oui, je vais t'aider. je peux Mmh, raconter quelque chose qui s'est oui. mal passé peut-être, tu vois? Qui s'est pas passé comme on aurait pu le penser peut-être, Moi, je préférerais que les gens le non? découvrent là. D'accord, d'accord. Achetez Alors ce qu'est-ce que tu veux livre-là me parce faire dire? que Alors alors qu'est-ce non, que tu veux me faire dire? attends, moi je suis quand même journaliste, je veux pas te faire dire ce que je voudrais entendre, pas du tout. Mais non, je veux pas que tu racontes Mmh. toutes les histoires. Il y a des choses, assez incroyables qui m'ont beaucoup fait rire. Donc, ces anecdotes donc, avec quand même l'Oscar du pire invité. Ah oui, celui-ci, on va pas le Voilà, ch dévoiler. non, mais je le connais, mais tu me l'as dit. Mais voilà, l'Oscar du pire invité, en fait, des interviews cauchemardesques, hein, notamment une. Tu racontes dans ce livre, il faut voilà, pour moi, il faut pas le dévoiler. Je voudrais vraiment que vous le découvriez dans ce magnifique livre. Je voudrais que tu me racontes comment s'est déroulée quand même cette interview avec Alain Soral et Dieudonné. Bah, écoute, alors, est-ce que tu parles, alors moi j'ai une question, est-ce que tu parles des interviews, solo, lorsque Dieudonné est venu en studio et lorsque nous sommes allés, en Suisse? Ou tu parles du duo qu'on a reformé, avec Alors, Marcel, je vais en parler visio? déjà du duo et je vais, D'accord, te poser aussi une question par rapport à ton interview avec Alain Soral. d'accord, d'accord. Alors en ce qui concerne, les duos, bah, j'en parle d'ailleurs, j'en parle. Bah, ça s'est très, très bien passé. Moi, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur, leurs carrières, respectives, plus d'ailleurs sur Alain Soral, qui est, un homme que je connaissais pas forcément ou au moins je n'avais jamais lu ses livres et ça, c'est quelque chose que je lui ai avoué, quand on est partis, en Suisse et ça a été un carton plein, ces émissions. Un carton plein à tel point que qu'on nous les a censurées. Tu vois? Les vidéos ont été censurées sur Mmh. YouTube. Donc ça, c'est fort regrettable parce qu'effectivement, on est revenu sur toute leur carrière, sur, Mmh. toute cette, tout ce qui a été dit, tous ces enfin voilà, c'est Ah, considérable, c'est hein. une saga, en fait, c'est une Ah, saga. c'est Je crois qu'il y carrément avait une 3, saga, hein. il y avait 3 ou 4 épisodes. On a fait 3 numéros, on devait enregistrer le Ouais, 4e et puis les emplois du temps respectifs, voilà, n'ont jamais d'accord. coïncidé donc du coup, on n'a Ouais. pas fini. Effectivement, c'est resté en suspens. Ouais, c'était vraiment 3 très belles émissions qui revenaient sur le parcours quand même de ces 2 militants, hein, qui sont quand même, des figures de la, je dirais française, que ce soit, au niveau sociologie, au niveau humour, mais au niveau implication, notamment sociétale. On dit que qu'Alain Soral est très rude avec les femmes, on le prétend macho et cetera. Est-ce que tu as été bien reçu en Suisse?
C'est pas la première fois qu'on me pose la question et je crois que beaucoup, même en off, m'ont posé la question. Écoutez, moi franchement, sincèrement, je j'ai reçu un accueil, complètement, normal. Il était pas forcément, chaleureux, c'est pas quelqu'un de on va dire des plus chaleureux, mais voilà, il s'est excusé même à la fin, pour te dire, il s'est excusé même à la fin de digresser, de voilà, de peut-être pas avoir respecté mon plan de travail et qu'on n'ait pas pu aller au bout de cet entretien. Donc moi, je l'ai trouvé fort correct. En tout cas, je n'ai vraiment pas senti un homme misogyne ou pas du tout, pas du tout. En tout cas, moi, et d'ailleurs, on a refait un entretien cet été pour le Média en 4K2. Bah, il a été très respectueux et il s'est même retenu de dire quelques, tu sais que lui, son langage dérive très très vite. Hein. Donc non, 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 face à moi, en tout cas, peut-être que j'incarne le respect, je ne sais pas, hein, Gilles, je ne sais pas. Hein. Mais Puis en tu es tout pas la cas, avec seule, toi, femme, ça s'est bien passé. ouais, tu es pas la seule femme qui tient ses propos suite à une rencontre avec Alain Soral, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Tu as interviewé beaucoup de personnes, en fait, qui ont un certain âge. Et tu sais que lorsqu'on arrive, je dirais, vers allez, les abords des 50 ans, encore plus à 60 ans, on est frappé, en fait, d'une maladie qui ne se guérit pas, qui s'appelle la sarcopénie. Est-ce que tu sais, ce qu'est la sarcopénie, Pas du tout, Kate? pas OK. du tout. C'est vraiment Bah, la écoute, première fois que j'en entends parler. c'est la petite rubrique, on va le faire au court. J'ai fait une émission la semaine dernière, je vais en refaire une spéciale sur la sarcopénie et comment, en fait, la freiner notamment. Je vais te faire un petit extrait avec la rubrique santé. Alors en fait, si tu veux, la sarcopénie, c'est une maladie qui va, frapper les personnes qui ont un certain âge. Notamment, les personnes qui vont avoir dans les 50, 60 ans, c'est une fonte de la masse musculaire. Et la problématique, c'est que à partir de cet âge-là, il faut soit maintenir une activité physique, un minimum, en tout cas, se changer au niveau de son alimentation. Son alimentation doit comporter plus de protéines. Quasiment comme un sportif, il faudrait qu'une personne consomme entre 1,2 et 1,8 grammes de protéines par poids de corps, c'est-à-dire si tu pèses 50 kilos, il faudrait que tu manges 60 grammes de protéines par jour. Il se trouve que, on est assez peu à manger en fait, des protéines, notamment à chaque repas, en tout cas en quantité suffisante. Je vais te donner un exemple pour que tu vois, à peu près ce que ça, ce que ça inclut. Par exemple, 100 grammes de poulet, c'est 20 grammes de protéines. Un œuf, c'est 5 grammes de protéines. 20 grammes de protéines aussi, c'est la viande, le poisson, et cetera, tu vois? Et donc j'ai remarqué, moi, par mon métier aussi, puisque j'accompagne des gens dans leur changement de mode alimentaire et puis quand même l'alimentation, c'est une de mes spécialités, que quoi qu'on en dise, on dit qu'on ne manque pas de protéines. Oui, mais en fait, on en manque lorsqu'on vieillit. Et la problématique, c'est que les protéines, encore plus les protéines, animales, hein, qui sont beaucoup plus, je dirais, digestes et assimilables que les protéines végétales. Attention, je n'ai pas dit que les protéines végétales n'étaient pas bonnes, je dis qu'elles sont moins assimilables que les protéines animales et c'est quand même Gilles Artigaud qui vous le dit, donc je mange pas de viande donc hem, il faut savoir donc ça a un certain coût et dans le milieu sportif, tu es au courant que beaucoup de sportifs prennent des protéines en poudre, des Mmh shakers. mh. Tu Mmh. connais ça? Oh, j'en ai entendu parler. OK. Il y a aussi, des compléments, sous forme de protéines, liquides qui sont vendus notamment pour des régimes minceurs. À l'époque, c'était Slim Fast, ce genre de choses. Tu verras, il y a de plus en plus de biscuits, à soi-disant protéinés. Mais en fait, les protéines sont
très, peu présente dans ce type de produit, donc ne vous laissez pas avoir. Par contre, donc les protéines, c'est vrai que moi je suis dans le milieu du sport depuis quasiment 40 ans, j'en consomme depuis une quarantaine d'années. J'étais un des premiers à les importer dans les années 80 en France, la marque Weider, et donc j'ai suivi ce marché de près et le problème, c'est que ces protéines, on pense que c'est uniquement pour les sportifs et en fait, j'ai trouvé une marque, qui commercialise une protéine qui est, exempt de toute saveur, de tout édulcorant, parce qu'en général, les protéines, c'est sucré, parce qu'il faut que ce soit bon au goût. Moi, en fait, je vais sortir la protéine des vestiaires pour l'intégrer dans les cuisines et donc je fais la promotion, si tu veux, d'une marque de protéines, qu'on peut rajouter également, dans des gâteaux, dans des préparations. C'est comme une farine, c'est une protéine qui est unique et je regrette qu'elle ne soit pas française. Voilà, je regrette parce que je suis allé trouver des industriels français, personne n'a cru, dans ces protéines parce qu'on m'ont dit: «Oui, mais ça a pas de goût, les gens vont pas la consommer». Oui, c'est sûr que si tu la consommes dans un vestiaire, ça va pas le faire. Mais, ils ont pas eu l'idée en fait d'intégrer cette protéine dans la cuisine, tout comme des farines et cetera. Et donc, je suis allé la trouver en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est des certificats bio qui sont vraiment top et j'ai trouvé une protéine de lait, tu sais, c'est du lait, en fait, concentré, hein. On appelle ça de la whey protéine, qui est bio et qui provient de vaches, de près, donc ça s'appelle du lait de pâturage. Voilà, donc c'est une protéine qui me permet aujourd'hui, de proposer, tu vois, à des personnes, aux personnes qui me suivent, j'ai pas honte de dire que je suis intéressé en fait, parce que je comme si je commercialisais en fait ce type de produit, parce qu'il y a un code promo, tu vois? Le code top 10. Pourquoi je fais ce genre de choses, Kate? Parce que malheureusement, le métier que nous faisons n'est pas rémunérateur. Personne se pose la question de: «Qui nous paye?» Est-ce que on paye Kate lorsque vous regardez là gratuitement sur cette émission sur une chaîne YouTube? Non. C'est pas les peu de revenus que peut donner YouTube en publicité. Je sais même pas si tu modèles ta chaîne. Donc moi, j'ai pris le parti et puis pour, subvenir, je dirais, à mes besoins, de sélectionner les produits, en fait, que j'utilise, qui sont, assez, uniques, puisqu'il y a personne, je dirais, qui commercialise ce type de produit, sans forcément, devenir, un personnage publicitaire qui va placer comme ça, comme les instagrammeurs, des produits, à tort et à travers. Je sais que c'est un sujet qui est très casse-gueule parce que personne n'en parle, et la problématique des protéines, notamment lorsqu'on est âgé, de se supplémenter en protéines, permet en tout cas de préserver un peu cette masse musculaire qui a tendance donc à disparaître, avec l'âge et on ne peut rien y faire, hein, voilà, c'est inéluctable. Bah, merci pour cette information. Écoute, je ne connaissais pas la sarcopénie, c'est ça? La Mmh. sarcopénie touche donc les femmes et ça touche les hommes. Mmh mh. Très peu de médecins en parlent, très peu de nutritionnistes en parlent. Donc je me ferai une joie de développer peut-être ce sujet sur ta chaîne lors d'un prochain, d'une prochaine interview de Kate. Eh bah, dans les rendez-vous de Kate, avec grand Les plaisir, rendez-vous de Kate, voilà. avec grand plaisir. On va fermer cette parenthèse santé et on va revenir sur ton métier de journaliste. Tu dis que, et tu avoues, hein, page 56, tu avoues être hypersensible. Et tu parles donc de journalisme et bienveillance. Et tu poses la question, est-ce un paradoxe? Et oui, c'est compliqué. C'est C'est compliqué, hein? compliqué parce Mmh. que la manière dont on est formé et je l'avoue, je peux le dire, qu'au départ, j'étais quand même un peu plus, comme, dans ma manière d'agir, dans ma manière d'interviewer, j'étais un peu plus, du type, d'Apolline, de Malherbe. Et c'est voilà, je n'ai pas honte de le dire, je l'avoue, parce que ça fait partie des codes de l'entretien, des codes, journalistiques, on va dire. Et d'ailleurs, à un moment donné, je dis: «On se reconnaît quand même entre nous». On se reconnaît parce que c'est comme ça, on sait tout de suite si la personne est journaliste ou elle ne l'est pas, voilà. Et donc ça m'a interrogée effectivement sur cette manière d'exercer et si on pouvait conjuguer donc le journalisme avec la bienveillance. Mmh.
Et depuis 2020, effectivement, mais ça fait aussi partie, je pense, d'un cheminement. C'est vraiment, véritablement, sur cette bienveillance, je mets un accent vraiment, je mets l'accent sur cette bienveillance dans le traitement de l'information, dans le traitement de mes invités, dans la manière d'amener cet entretien. Voilà. Et je dis que ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est aussi, finalement, la bienveillance peut être un élément, un accompagnement, une manière de mettre, alors, de permettre à son invité, lui aussi, d'être dans le, ça fait un peu tu sais, l'effet miroir, mais c'est pas l'effet Mmh. miroir, c'est aussi lui permettre d'être sincère dans ce qu'il va dire, tu vois, de lui dire, ok, là tu risques rien, et c'est ce qui m'est arrivé. Mais Mmh. je sais pas, au sein du Média en 442, je sais plus, que je compte plus les interviews parce que ça dépasse les centaines, donc je ne sais plus, j'ai reçu tellement de monde, mais dans ce studio-là, il y avait toujours quelque chose qui se passait finalement. Et il y a des invités qui se sont aussi lâchés, qui se Mmh. sont véritablement lâchés. Et notamment sur les questions bonus, où moi j'ai vécu des moments où j'ai eu certains invités, et je citerai pas de nom, qui ont versé des larmes, par exemple. Et tu vois, verser des larmes, quand on a une certaine notoriété, quand c'est que là, c'est que la personne, elle me fait confiance. Elle m'a Ouais. fait confiance. Et je pense pas qu'on soit nombreux à avoir déclenché ce genre d'émotion. C'est pas quelque chose que j'ai cherché. C'est juste, tu le sais, je suis authentique avec les gens. C'est ma Mmh. manière d'exercer. C'est aussi d'être bienveillante, parce que même si je ne suis pas d'accord avec le discours, bah écoute, c'est ça la liberté aussi, c'est d'accepter que l'autre ait une opinion qui est différente de la mienne. C'est Mmh. cette liberté à laquelle je tiens profondément, et aussi tous ces moments qui resteront gravés à tout jamais. Vraiment, vraiment. Pour le coup, là, ça a été, mais enfin moi, il va me manquer ce studio, tu vois, il me manque déjà. C'est vrai tu as le don de mettre les personnes à l'aise. Me fait penser un petit peu à Mireille Dumas aussi. Heu, c'est ça? C'était elle qui faisait des Oui, c'est émissions donc elle. très Oui, oui, intimes, voilà. c'est Ouais, elle. ouais, Mmh, ouais, ouais, mmh. très intimes. Hem, Kate, je voudrais te poser la question, on en a abordé je l'ai abordé tout à l'heure là en présentant le produit là que je promotionne. Hem, quel est, je sais pas si tu peux nous le dire en tout cas, quels sont les moyens que tu as mis en place pour, gagner ta vie avec ce que tu fais? Eh bien, au risque de te surprendre, depuis le mois de septembre, je ne collabore plus avec le Média en 4K2, qui me rémunérait. Donc tu as parlé de ma chaîne, merci, Kate TV, Kate TV, hein, comme vous voulez, au choix. Je l'ai créée donc il y a 4 mois, donc elle est toute récente. Elle a déjà, plus de 13 200, abonnés, donc personnes qui me suivent régulièrement. Merci, merci, même si c'est encore minime, mais merci, tu vois? J'ai effectivement enclenché, la publicité sur cette chaîne, d'ailleurs qui est arrivée très rapidement, hein, parce que, Mmh. mais ça ne me permet pas d'en vivre, tu vois? Ça ne me permet pas d'en vivre, clairement. Donc là, je suis vraiment très honnête avec tout le monde. Donc tu as parlé, du livre. Oui, c'est une manière de me soutenir. Je ne ferai pas appel aux dons parce que j'estime que je l'ai suffisamment fait sur le Média en 4K2, et là, je renvoie les gens, à mon livre, hein, d'aller lire Mmh. ce que Ouais, j'en dis, hein. mmh, Voilà. Donc c'est vrai que sur ma chaîne, je ne le ferai pas. En tout cas, c'est pas le but. Maintenant, ce que je mets en place, bah, écoute, il y a déjà ce livre, il y a plein de projets, je travaille sur d'autres projets. Donc oui, j'ai besoin que les gens, oui, nous soutenir, c'est ça, c'est acheter nos livres, nous suivre,
Et puis je suis en train de réfléchir à comment organiser d'autres choses, tout simplement. Mais les dons, je n'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Ce système associatif non plus, je n'y crois pas. Et ça reste mon opinion, tu vois. Mmh. Donc il y a plein de choses qui sont prévues. Et puis, je me jette encore dans l'inconnu, hein, finalement. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est une force, du courage, je ne sais pas. Mais tu vois, en Ouais, septembre, si tu veux, il faut un peu c'est une forme un peu d'inconscience, mais je dirais le c'est une chemin, inconscience tu qui est mesurée quand même. Tu vois, je suis pas dans mmh l'inconscience parce que je suis une maman et que j'ai des enfants. Je suis pas bien dans sûr. l'inconscience totale, mais je suis en tout cas, je suis mon cœur. Voilà, je le dis, je fais des choix en conscience. Ça répond à un appel, à une demande que j'ai formulée. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Mmh. Juste, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas partie du média en 4-4-2. Voilà, que ce soit bien clair, que les choses soient bien claires. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. C'est pas moi qui suis partie. Voilà. Et OK. je ne rentrerai pas dans les détails. Mais après, sincèrement, j'ai pas de crainte. Vraiment. Je n'ai aucune crainte parce que euh, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Et j'espère que je Alors, me je trompe. je voulais je voulais, si tu veux, soulever le point suivant. Moi, ça fait 5 ans que je produis dans le e-club. Je produis quasiment rien en public. D'ailleurs, là, tu vois, ça fait 44 émissions de In the Cloud. Ce sera la première qui sera diffusée donc sur ta chaîne. Hem, Parce que je pars du principe que tout travail mérite salaire. Moi, je ne veux pas produire, en fait, pour je ne sais qui, en fait, et pour, même pas faire des vues. Parce que je suis pas un média, moi, qui fait des vues, en fait. Moi, je vends de l'intelligence. Donc déjà, je réduis un peu mon public, tu vois? Je vends de la culture. Je vends pour des gens qui me suivent, qui ça va, qui apprécient, en fait, ce que je produis. Donc c'est très dur de vendre comme ça des abonnements, à des chaînes comme la mienne. Se pose la question de s'il faut faire donc, des vues, il faut engendrer donc des followers et de maintes chaînes se sont en fait, Mhm, jetées créer, hein. dans Ouais. cette, direction avec des titres putassiers. Mais quand je te dis putassier, ça va, très loin. C'est-à-dire qu'il y a même des titres qui ne correspondent plus au contenu. Des visuels hyper accrocheurs. Tu as connu ça à l'époque des médias mainstream, où on vendait en fait du scoop. Où, c'était le but d'un journaliste aujourd'hui, c'est plus d'informer, c'est de choquer, c'est d'attirer, c'est de séduire, en fait. Donc on est arrivé aujourd'hui dans un métier, pour moi le journalisme, qui est, complètement éclectique avec, les journalistes Mhm. mainstream, les journalistes indépendants, ceux qui produisent comme des journalistes citoyens, des gens qui vont se nourrir comme ça de cette information hyper anxiogène. Moi, pour ma part, j'ai arrêté cette information hyper anxiogène, tu vois? J'allais donner un exemple tout à l'heure en citant des actus. Je l'aurais certainement fait l'année passée. Cette année, j'ai complètement arrêté. Je pense que c'est une information qui est nocive. Pourquoi elle est nocive? Parce que c'est une information sur laquelle tu n'as aucun impact. Moi, je veux bien suivre l'affaire de Brigitte Macron, tu vois? C'est voilà, ça a fait la fortune de Candace Owens ou ça a rétribué le travail exceptionnel de Xavier Poussard et tant mieux. Ça a soutenu des gens, comme EER en fait, qui, avaient fait les documents. Ce sont des gens qui ont porté, je dirais, cette affaire au public, mais le fait de suivre ces affaires-là au quotidien, j'en connais, hein, qui continuent en fait à s'alimenter de ça, pour moi, c'est extrêmement nocif parce que ce sont des choses sur lesquelles tu n'as aucun poids. Je ne dis pas qu'il faut s'en écarter, je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder, mais c'est terriblement anxiogène et ça rend en fait les personnes dépressives. Quel est ton avis? Tout d'abord, ça questionne une chose, ça questionne, la déontologie, en fait, de toutes ces personnes déjà. Voilà. Quand tu as parlé de tu sais, de buzz et des vignettes, des titres, putaclic comme ça, déjà pour moi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un Alors, véritable excuse-moi, je te coupe, mmh, Kate. Je vais juste, apporter une précision. Si ces chaînes-là ne font pas ça, elles n'ont pas de followers. C'est ça le problème.
C'est que c'est du Cyril Hanouna qui attire des followers. C'est pas des gens modérés, nuancés, comme nous pouvons l'être peut-être tous les deux. Comprends-tu? Mais j'entends bien, C'est j'entends ça la bien, problématique. C'est ça la vraie j'entends problématique. C'est mais que ces chaînes-là finalement sont obligées de passer par là, mais donc même si elles ne finalement cautionnent pas, hein. non, mais j'entends ce que tu es en train de dire, mais finalement, ces chaînes-là sont obligées de rentrer dans une espèce de course à l'information, tu vois? Pour avoir le plus de vues possible et donc on traite les news, quotidiennes comme ça, vraiment de manière, rapide, il faut que ce soit une une qui choque et tout. Moi, j'ai connu ça quand je présentais le journal et je le raconte d'ailleurs, où je me disais, Mmh. «Ah, sur quelle info on va ouvrir le journal? Il faut absolument, qu'il y ait une choc» et j'étais, quasiment attristée quand il y avait pas un attentat ou je sais pas, un gros événement, un tremblement de terre ou quelque chose, une info sur laquelle tu vas ouvrir ton journal. Parce que ton journal, voilà, ton JT, tu dois le nourrir, tu dois l'ouvrir sur une info choc. C'est hyper grave de penser comme ça. Avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible de penser comme ça. Donc, moi, j'ai switché en quelque sorte. J'ai Aujourd'hui, traiter l'information quotidienne ne m'intéresse pas, tu vois? Ça ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, c'est de donner une autre forme d'information et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu traites l'information, quotidienne, c'est quelque chose d'abord d'ultra simple, hein, c'est, parce que tu as les dépêches ou tu as les informations et c'est très simple. Limite, tu invites un invité, tu es même pas obligé de préparer ton entretien parce que finalement, c'est de l'info qui est toute fraîche, tu vois? Donc il y a rien à traiter. On débat et voilà et on passe à autre chose. Ça ne m'intéresse pas, moi aussi, de traiter ça. Mais je peux comprendre que beaucoup d'ailleurs de médias indépendants se sont tu vois, ils se sont carrément mis dans cette niche-là, dans cette voie, en se disant, oui, c'est ce qui va nous apporter des vues, des followers, de l'argent et tout. Oui, très bien. Peut-être qu'aussi on a besoin que cette voie-là soit recréée par des médias indépendants. Je ne sais pas, j'interroge aussi, hein, j'interroge. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, comme tu le dis, c'est anxiogène, ça n'apporte finalement pas grand-chose, c'est très simple à créer en réalité, hein, ça Mmh. te demande très peu de moyens et est-ce que ça permet aux gens tu vois, de s'élever, intellectuellement? Je ne sais pas, mais Je voilà, moi je moi mmh, tu vois, mon opinion est partagée, vraiment partagée. ouais, ouais. Connaissant des chaînes, hein, pas mal de chaînes dont nos amis de GPTV, j'en discutais souvent avec Raphaël Besliu, qui est le directeur de publication. Ils font un travail remarquable et d'être obligés comme ça, je dirais, d'attirer, par des avec des titres, tu vois? Avec des je peux le comprendre également, c'est une autre forme de journaliste. Les gens qui interviennent souvent sont très, très bons. Voilà, je pense à Xavier Moreau et d'autres, des gens que tu connais, en fait. On se connaît tous, je dirais, un petit peu dans ce milieu-là. Les analyses pour être pertinentes et c'est une forme, en fait, d'information en continu. Mais le problème reste toujours le même, en fait, c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est qui paye. C'est qui paye parce que depuis, toujours quasiment, l'information était gratuite. En tout cas, via, je dirais la radio, que ce soit en régionaux, il faut que tu les achètes, mais bon, personne ne les achète aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont libéré en fait, je dirais toutes sortes de médias, une foison de contenus. C'est vrai. Et donc, il y a pas 50 moyens, en fait. Je te dis, il y a soit, des démarches comme la mienne, c'est-à-dire promouvoir un produit qui rentre, qui est dans ton éthique, dans tes valeurs et cetera, pour, voilà, encourager ceux qui t'écoutent, à l'acheter, à la consommer comme toi et ça te rapporte un peu d'argent pour le financer. Faire un peu des bouquins, ça te rapporte un peu d'argent aussi pour financer ton activité, mais je dirais personne ne nous paye. C'est ça le prix de l'indépendance. C'est le prix de la liberté. Et après, soit il faut faire des vues pour accumuler, je dirais, des followers et pour avoir cet effet de levier, mais pour attirer, des vues et des followers, ben, il faut être, rentre dedans. Voilà. Il faut pas aller dans la demi-mesure. Voilà.
C'est Hugo, hein, Papacito, qui, disait, «Soit tu es noir, soit tu es blanc. Si tu es gris aujourd'hui, non, faut pas être modéré. Il y a plus de place pour la nuance et la modération». C'est ça qui m'inquiète surtout, Kate, tu vois? C'est pas forcément le positionnement de tel et tel média, tel et tel titre, telle et telle vignette, tel et tel sujet. C'est réellement le fond du problème, c'est ça. Comment rémunérer, comment on peut se rémunérer lorsqu'on est sorti du système? Et là, comme tu l'as dit, le système associatif a ses limites. Les dons, moi j'ai jamais cru aux dons. Les gens donnent, si tu veux, et ceux qui donnent pas, ils ont la même chose et ils voient la même chose. Moi, je suis désolé, il y a ceux qui s'abonnent au club qui ont mon contenu et ceux qui s'abonnent pas qui l'ont pas. Voilà. Tu vois, le système du don, il est un peu pervers. Alors tu le fais au début, tu le fais 2 fois, 3 fois, puis après tu t'arrêtes, tu vois? C'est pas pérenne. C'est une vraie question, j'ai pas la réponse, hein, mais je Moi pense non avoir plus, cerné, tu vois, le problème. moi non plus. Moi Ou moi non alors plus, j'ai pas la réponse, ouais. c'est vrai que c'est une vraie question. Bah, écoute, figure-toi que samedi 8 novembre, on a, l'association Chair à tout cœur organise le premier congrès des médias indépendants, tu vois, à Vierzon, Mmh mh. et on va en débattre justement. On va parler de tout ça, puisqu'il y aura, la présence, bah, de Mike, Borowski, Mmh. Au Bon Tweet, Nicolas Bouvier, Romain de chez Nexus, tu vois, Michel Debanne, Stéphanie Reynaud, et moi j'y serai aussi, hein, effectivement, je serai sur place toute la journée et on va parler de tout ça, voilà, sans langue de bois. On va essayer, peut-être que, bah, comme on répondra aussi aux questions des personnes présentes, Ouais. peut-être qu'on trouvera des solutions, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué et surtout, c'est compliqué de tenir sur la longueur en réalité, parce que c'est ça, parce que là, il va falloir tenir. Parce qu'en réalité, en tant que journaliste indépendante, on est dans une vraie guerre de l'information. C'est ça qui se joue aujourd'hui, plus que tout. Donc, il va falloir tenir et pour tenir, bien sûr, on a besoin d'argent. On a besoin, voilà, de toute notre force, de notre santé morale aussi, voilà, santé physique, santé morale. Donc, oui, c'est C'est un événement donc qui se déroule à Vierzon, c'est ça? à Vierzon, oui, à Vierzon. Vierzon, de quel Mmh. département? Alors c'est dans le Loir-et-Cher, si je te dis pas des OK. bêtises? Ouais, Loir-et-Cher, j'adore Michel Delpech. J'en ai parlé dans la dernière émission. Donc bon là, ça a lieu ce week-end, c'est ça? Le week-end Oui, prochain? voilà, le week-end prochain, c'est ça. OK. Donc si vous êtes dans le coin, bah, vous allez découvrir Kate, parce que Kate, en public, tu mets pas un masque quand même, rassure-moi. Les lunettes noires, des choses, non? Donc Je ne dirai pas, je ne dirai pas. vous Je découvrirez, réfléchis c'est ce que je encore. voulais dire les amis, vous découvrez une personne qui est, aussi charmante que la voix que vous écoutez. Je peux, vous le garantir. Merci, Kate, d'avoir, répondu à quelques-unes de mes questions, d'avoir conversé avec moi, de nous Merci à avoir toi, Gilles. présenté ton magnifique livre. Couverture sublime, l'œuvre de Alors Rudy, c'est ça? une précision sur la couverture, parce que j'ai reçu des remarques, Ah bon, déjà, m'accusant, oui, déjà. Ah ben ça a pas traîné, hein. m'accusant en fait de peut-être m'associer, à l'archange Saint-Michel. Eh bien non, là c'est vraiment un hommage que je lui fais, d'accord? C'est pas du tout, je ne me représente pas du tout moi en Saint-Michel, hein, non. Voilà, je tiens à le préciser parce que visiblement ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait jaser. Donc non, l'archange Saint-Michel, c'est juste un guide et comme tout le monde le sait, c'est l'archange qui tranche, qui et qui aussi qui a une arme de guerre, hein, qui fait la guerre. Donc voilà, tout simplement. C'était lui rendre hommage, tout simplement. Il y a quelqu'un qui en parle très, très bien. Je sais que c'est ton chouchou, je suis jaloux de lui, c'est Pierre Jovanovic.
voilà, qui est le chouchou de Kate. Mais Il faut pas dire ça. Tu sais, il faut pas dire ça. Alors, faut pas dire ça, Gilles, je non, mais t'assure, parce c'est qu'après une ça fait plaisanterie. Tu sais que c'est une voilà, ça plaisanterie fait entre parler, nous, mais voilà, si tu savais les remarques que j'ai aussi reçues au sujet de Pierre et tout, mais vraiment les gens. c'était une plaisanterie en toute bienveillance. Justement, tu me parlais d'ange. Est-ce que c'est l'ange que tu as rencontré quand tu étais petite, lorsque tu avais 9 ans? Non, OK. non. Personne, tu parles en fait de ton côté, aussi, spirituel. Tu parles pas de ta religion, en tout cas, mais tu parles de spiritualité, tu parles de ces anges, des anges bienveillants aussi, qui étaient à tes côtés dans cette période trouble de 2018. Oui, bah, écoute, c'est vrai que c'est pas un secret. Si, dans tous mes entretiens, j'ai apporté aussi ce pan spirituel, c'est que quelque part, je suis attirée par ça et que j'ai eu, une certaine sensibilité, on va dire. Donc oui, je parle surtout, je pense, de la rencontre avec, mon ange gardien et hem et oui, j'y crois. Je pense qu'on a tous un ange gardien et on est tous protégés par lui pour paraphraser, Pierre, qui dit, tout le temps, «Parlez-lui, demandez-lui de l'aide», voilà. Donc c'est important, c'est vrai, c'est important. Mais ça, Ah, c'est quelque chose, j'en dirai peut-être beaucoup plus dans quelques années, mais c'est vrai que quand tu t'ouvres à ça, il y a des choses incroyables qui t'arrivent, vraiment. alors tu as fait une interview, je pense que ça devait être la plus longue que tu aies, faite pendant quasiment 5 heures. Une personne qui s'appelle Mark Auburn Oui, oui. et voilà, qui t'a également, je dirais une entrevue qui t'a marqué, parce que c'était une interview, vraiment étrange, il faut avoir l'esprit ouvert. Ah Et complètement. je sais que ceux qui te suivent l'ont, voilà. Quoi qu'on puisse en penser, c'est courageux de ta part, en tout cas, de donner la parole à des personnes comme ça, qui peuvent entacher peut-être une certaine forme de crédibilité, puisque dès que tu parles, comme tu dis, d'actu, de politique et cetera, on est sur du concret. Dès qu'on fait intervenir Pierre, il en parle très, très bien, de toute façon, tout le côté spirituel des anges et cetera. Et là, on va un petit peu plus loin encore avec Mark Auburn, c'est pas gagné. C'est une Non, volonté de ta part effectivement, d'être aussi, éclectique? complètement. Ça, c'est un aspect que j'ai apporté sur le média en Mmh. 442, heu, parce que j'ai eu carte blanche. Donc c'est vrai que, bah, je l'explique, hein, cette chaîne YouTube quand même, on l'a façonnée à 2. Rudy qui est, on va dire le monteur, graphiste qui est polyvalent, qui est aussi le réalisateur quand on part, en reportage et moi et à 2 on a façonné cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que lui, il avait des idées, il me dit: «Ah, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que tu peux inviter tel». C'est lui qui était fan, à la base de Mark O'Byrne, qui connaissait Mmh très, mh. très bien Mark O'Byrne et ça faisait déjà, quelques mois qu'il m'en parlait et c'est vrai que moi ça me freinait beaucoup. Ça me freinait beaucoup parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas forcément, que j'avais vu dans tu vois, dans certains films et puis après, il y a eu une espèce de, j'ai fait une capsule avec Pierre. Tu sais que Pierre aussi, est intégré dans les rendez-vous de Kate sur une autre thématique. On a parlé de Robert Monroe et figure-toi que Robert Monroe, donc moi j'ai eu la trilogie, j'ai lu ça et Robert Monroe a fait, a expérimenté le voyage astral et lui qui était complètement cartésien et il explique en fait au travers de cette trilogie, il explique son expérience. Et il en a créé un institut dans lequel, l'armée américaine s'entraînait. Donc on a fait cette capsule-là avec Pierre autour de Robert Monroe et lui aussi était parti aux États-Unis tester les bains un peu gluants, tu sais, et il a fait aussi une sortie de corps. Donc quand le sujet de Mark O'Byrne est revenu sur la table, je me suis dit: «Mais pourquoi pas?» Pourquoi pas? Et pourquoi pas, tu vois, lui donner la parole. Et j'ai lu ses livres, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu au téléphone, on a échangé, et c'est vrai qu'à sa voix et tout, il y a quelque chose qui m'a dit, vas-y, vas-y. J'ai lu ses livres,
Et là, je me suis dit: «Non mais vas-y». Et après, je vous assure que, alors ça reste mon ressenti, hein. Déjà, les 2 vidéos, parce qu'on a diffusé en 2 temps, hein, parce que 5 heures, Ouais, 2 c'est parties, ouais. énorme. Ouais. Là, récemment, j'ai regardé encore, combien ça avait fait de vues. Je crois qu'on est à plus de 300 000 vues, les 2 vidéos, couplées, tu vois? Mais c'est énorme pour un sujet qui est quand même pas facile, tu vois? Il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher, quoi. Je confirme. Et finalement, ces sujets-là, c'est vrai, ils ont été mis, tu vois, dans les séries. Pour ceux qui regardent les séries de science-fiction, finalement, le voyage astral, c'est quelque chose qu'on nous a mis quand même dans les films, tu vois. Et pourquoi pas? Alors moi, j'ai pas réussi à faire, hein, de sortie de corps comme ça. Mais pourquoi pas un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Écoute, c'est courageux de ta part parce que voilà, tu es journaliste, tu veux croiser les faits et cetera. Là, c'est un peu compliqué, je dirais, de vérifier, hein, de t'appuyer, voilà, comme ça sur des ou de croiser de l'information. Mais en tout cas, on voit que tu es passionné, tu es investi, tu es vraiment une belle personne, Kate. Moi, je te fais entièrement confiance et je te merci, souhaite vraiment de réussir. Et j'espère que j'ai pas trop été vindicatif par rapport justement à ces problèmes de financement et cetera, parce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me tient à cœur. Je pense que les gens n'imaginent pas le travail que ça peut demander. J'ai préparé quand même cette émission, j'ai lu, de toute façon, je l'aurais lu, tu vois? Mais rien que le fait de lire un livre, c'est plusieurs heures, quoi. Préparer une émission, c'est pas juste recevoir une personne, allumer un iPhone et puis voilà. Bon après moi, ça me plaît, tu vois? T'écrire ton introduction, j'ai pris beaucoup de plaisir de faire la petite série, bon, les séries, bon, c'était un peu un flop, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc j'espère que ça t'a fait rire en tout cas. moi j'ai bien aimé, je vois pas pourquoi tu parles de flop. C'est mes réactions qui t'ont déplu? Ouais, tu étais pas très enthousiaste, mais comme, on voit pas, si tu veux, ton visage, donc voilà. Après, c'est juste une question de ressenti. En tout cas, est-ce que j'ai passé mon examen, de passage, Kate? C'était excellent. Moi, j'ai passé un excellent, moment avec toi. Je te remercie vraiment pour tout. J'insiste aussi, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que l'émission que tu viens de préparer, tu y as passé beaucoup de temps et je confirme, effectivement, quand on a à cœur ce qu'on fait, on passe beaucoup de temps, à l'ouvrage et ça, il faut que les gens l'aient bien en tête. C'est-à-dire qu'un entretien, quand on le met, bah, moi, en l'occurrence, quand je le Mmh. publie sur YouTube de manière, gracieuse, bah, j'y ai passé beaucoup de temps. Voilà, énormément de temps. Il y a un bouquin, il y a de la préparation. Des fois, on passe aussi du temps avec l'invité au téléphone en amont parce qu'il a envie de se sentir en confiance. Et il faut, quelque part, c'est aussi mon métier, hein, de relationnel. Mmh. Et puis à côté, bah, je l'explique, c'est que je fais moi-même le montage. Donc ça aussi, c'est du temps. Il faut faire les vignettes sur Photoshop pour les connaisseurs. Ça aussi, c'est du temps. Il y a et plus je développe d'autres projets. Donc, mes journées ne font pas 7 heures ou 8 heures. Oui, c'est On donc, est loin de ce décompte-là, vraiment, vraiment, vraiment. et c'est même pas le tarif du SMIC si on revient en fait au taux horaire. Mais bon, on va pas se Oh plaindre. Moi, là, j'ai ouais. toujours travaillé par passion. Tu sais que je suis un entrepreneur depuis plus de 40 ans. J'ai connu des succès, des échecs, un gros échec également, un gros succès qui a suivi. Mais pour moi, en fait, j'encourage tout le monde à trouver un travail qui le passionne, à trouver un travail qui puisse l'élever, que ce soit au niveau, je dirais, mental, que ce soit au niveau, spirituel, que ce soit au niveau du lien social aussi qu'on peut développer, avec notre travail, qui est un travail également de proximité, de rencontre. Et la rencontre avec toi a été très belle et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres dans tous les cas, puisque la prochaine, ça sera sur la sortie de mon livre, qui va sortir très vite et je sais que en tout cas, j'espère que j'interviendrai sur ta chaîne pour le Bon, présenter tu le parce que je sais. sais que le sujet voilà, va te plaire, mais au-delà du sujet, j'ai toujours été, j'ai toujours apprécié vraiment nos conversations parce que, tu es une personne investie et ça se sent et je sais que ceux qui te suivent aujourd'hui, le savent. J'espère, leur avoir fait un petit peu découvrir ce qu'il y a dans ce livre. Voilà, si vous suivez Kate,
Achetez ce livre. Alors, il y a des anecdotes, je vous assure, qui sont pas piquées des verres, hein, et j'ai pas voulu que tu dévoiles tout justement parce que l'intérêt, c'est de te soutenir à travers ton travail. Merci, merci. Merci. On laisse justement la surprise, aux futurs lecteurs, voilà. En tout cas, pour l'instant, Ouais, moi, j'en ai vraiment des bons retours, hein, ça et m'étonne pas, ça je m'étonne te pas. dis, c'est je suis vraiment très, très fière. Vraiment, ce soir, je suis très fière d'avoir fait ce premier entretien avec toi parce que tu le mérites tellement, voilà, et c'est une relation amicale qu'on a. Exactement. Moi, voilà, je veux pas tricher avec les gens. C'est vraiment une relation amicale et je me souviendrai toujours de la première fois où je t'ai reçu dans un studio qu'on louait. C'était pas encore notre studio, tu sais, avec le Ouais. Média en 4x2. Et je me souviens qu'à la fin, voilà, ça a été très fraternel entre nous. Et moi, j'adore ce genre de rencontre et j'adore à la fin tu sais, d'un entretien et de me dire, c'est quelqu'un que je vais garder en fait finalement, avec qui je garderai contact. Donc, merci Gilles. Merci à toi, Kate. Merci à vous qui avez participé à ce direct, les amis. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Je pense que vous avez été très attentifs, à nos échanges avec Kate. Voilà, si vous en avez, si vous voulez me faire un retour du livre, bon, je demanderai peut-être à Kate de revenir à l'occasion dans le Hit Club. On lui préparera une autre questionnaire que les séries ou les films et tout. On va trouver autre chose. Et donc je vous dis, bah, à dimanche prochain. Et je vous annoncerai quelque chose, je pense dimanche prochain. Je pense que vous devinez ce que c'est. Voilà, donc passez une excellente semaine. Kate, excellente semaine à toi et puis, Merci à toi tous mes aussi. vœux tous mes vœux de succès. Et puis je remercie aussi tous tes abonnés de nous avoir suivis aussi ce soir. Donc je les remercie. Et puis peut-être qu'ils viendront me découvrir sur ma chaîne, pourquoi pas? Bah, certainement, je pense qu'ils sont tous abonnés, en tout cas. J'espère. Je ferai une relance la semaine prochaine. Et puis toi, je te dis à très bientôt pour la suite des rendez-vous de Kate, surtout. À très vite, Kate. Salut. À très vite, au revoir.